Mes chers amis, il y a 4 ans, lors de la précédente édition des 24 heures du bâtiment, notre secteur traversait une des pires crises de son histoire. 150 000 emplois détruits, des trésoreries à sec, une concurrence exacerbée et surtout l'impossibilité d'envisager l'avenir avec sérénité. Un tableau sombre, beaucoup d'angoisse et de souffrance au sein de notre profession. Nous avons vu des collègues flancher, des entreprises centenaires disparaître, et nombre d'entre vous ici n'étaient pas bien sûrs d'alimenter leur carnet de commandes au-delà d'un seul mois. On a beaucoup glosé dans les médias sur les difficultés de l'industrie, sur les plans sociaux de l'automobile ou de l'agroalimentaire. On a moins entendu évoquer ces petites entreprises qui fermaient en silence, loin des grandes villes ou des déplacements ministériels. Et rien alors ne nous était épargné. La pénibilité devait s'appliquer coûte que coûte, avec ces tableaux délirants de comptage des moindres faits et gestes de nos salariés. Nos demandes visant à assouplir le régime des heures supplémentaires pour les apprentis mineurs faisaient de nous, selon certains, des esclavagistes. Notre souhait de voir l'utilisation de la langue française s'imposer sur les chantiers au titre de la sécurité, ou nos discours en faveur de l'emploi local nous cataloguaient carrément parmi les xénophobes. Xénophobes, nous, le bâtiment, une profession qui a su intégrer des générations de salariés issus de l'immigration. Non seulement nous étions en difficulté, et certains n'hésitaient pas à nous enfoncer davantage. Mais nous avons résisté, nous avons protesté, nous nous sommes battus. Dans l'adversité, nous disposons d'un atout considérable. Mes amis, nous sommes une profession puissante qui pèse près de 6% du PIB en France. Nous sommes une profession solidaire, disposant, avec le réseau de la Fédération française du bâtiment, d'une force de frappe sans équivalent. Notre présence dans tous les territoires, de Dunkerque à Nouméa, en passant par Guéret, nous apporte des relais essentiels et une légitimité à nous revendiquer comme une des voix fortes du pays. Qui peut en dire autant? Contrairement d'ailleurs à bien des acteurs du débat social en France, nous n'avons pas besoin de mentir sur nos chiffres de mobilisation et nous défendons nos causes sans dépendre de l'argent public. Notre mobilisation a payé, notamment lors des récents débats de l'élection présidentielle. Le nouveau chef de l'État, qui nous a rendu visite ce matin, a su entendre certaines de nos colères. Sur la pénibilité, tout d'abord, où le pragmatisme l'a enfin emporté sur l'idéologie. Les ordonnances relatives à la réforme du Code du travail ont mis fin au dispositif technocratique imaginé au départ. Personne n'était en capacité d'appliquer cette vaste fumisterie. Personne, pas même dans la fonction publique, pourtant dotée de nombreux experts, où l'ex-ministre de tutelle avait pris le soin de publier un arrêté en vue d'exempter son propre personnel de cette prétendue avancée sociale. Désormais, tout cela, c'est du passé, c'est derrière nous, mais ne l'oublions pas, c'est grâce à vous tous, c'est grâce à la mobilisation du réseau FFB que nous avons échappé à ce monstre administratif bien plus dévastateur encore que les 35 heures. D'ailleurs, de façon plus générale, la réforme du Code du travail engagée depuis l'été est un formidable message de confiance à l'égard des employeurs. Il n'y a pas si longtemps, réformer le Code du travail relevait davantage de la science-fiction que de la négociation. Pour beaucoup d'entre nous ici, la guerre des étoiles paraissait nettement plus réaliste que la fusion des instances représentatives du personnel. Aujourd'hui, cette réforme fait bouger les lignes. Elle vient dire aux entrepreneurs, aux artisans, oui, nous vous faisons confiance pour développer vos activités,
Oui, nous vous faisons confiance pour promouvoir l'emploi dans ce pays. Bien sûr, tout n'est pas parfait dans ce texte, mais l'intention générale est favorable à l'entreprise, et ça, c'est nouveau, et c'est sacrément appréciable. Notre exaspération à l'égard des fraudes au détachement connaît également un écho puissant dans le pays. Le temps de l'hypocrisie est bel et bien terminé. Beaucoup de choses ont été obtenues au cours des dernières années, et notamment la carte BTP. Mais aujourd'hui, ce combat a pris une force supplémentaire. Le chef de l'État, et il faut lui reconnaître cette détermination, n'a pas hésité à engager un bras de fer avec la Pologne en vue d'une révision drastique de la directive détachement. Il a eu 1000 fois raison de dire que l'Europe n'est pas un supermarché dans lequel quelques-uns seulement passeraient à la caisse. Tolérer le dumping social comme arme économique, c'est contribuer à coup sûr à la fin de l'Union européenne. Or, nous ne voulons pas moins d'Europe, nous voulons une Europe plus juste, où les mêmes règles s'imposent à tous. Nous voulons surtout une intensification des contrôles, y compris les soirs et week-ends. Il n'est plus possible d'admettre que de faux détachés hantent nos chantiers, sans couverture sociale, sans respect des règles qui pourtant s'imposent aux autres. Il n'est plus possible de cautionner ces pratiques frauduleuses dont profitent cyniquement certains maîtres d'ouvrage pour faire jouer la concurrence et tirer des prix toujours plus bas. La FFB a engagé un combat sans merci sur ce sujet et nous ne lâcherons pas. Nous ne lâcherons pas parce que cette spirale du low-cost est mortifère pour notre secteur. La valeur de nos entreprises, c'est d'abord et avant tout celle de nos collaborateurs, de nos compagnons, dont les compétences se transmettent parfois de génération en génération. C'est la raison pour laquelle nous sommes tant attachés au salariat et si critiques à l'égard de l'auto-entreprise. La tendance à l'ubérisation de l'économie sous couvert de modernité est surtout un danger pour notre système social, un danger pour notre système de santé et de retraite. Mes amis, il ne s'agit pas là d'un point de vue rétrograde, celui de ceux qui seraient restés coincés dans l'ancien monde. Il s'agit du point de vue d'une profession qui croit toujours en la transmission des savoirs. Au moment où les universités françaises sont si mal classées dans la plupart des palmarès internationaux, ayons la fierté de rappeler que nos apprentis tiennent le haut du podium dans les compétitions internationales, comme celle qu'on a vue tout à l'heure, celle des Olympiades des métiers. Beaucoup d'artisans, beaucoup d'entrepreneurs ici ont été apprentis un jour. Nous savons ce que nous devons à cette formation exigeante, mais qui nous a donné le goût de la perfection et du bel ouvrage. Nous avons su faire entendre également au chef de l'État notre ras-le-bol face à ces contraintes administratives inutiles, comme par exemple ce projet de prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, projet fort heureusement suspendu. Nous avons su faire entendre notre écœurement face aux dysfonctionnements à répétition du RSI. Nous avons su convaincre de l'excès des taxations sur nos entreprises. La baisse annoncée de l'impôt sur les sociétés est un premier pas qui doit pouvoir nous redonner un peu d'air. Tout cela crée incontestablement un environnement positif. On peine d'ailleurs à comprendre qu'il ait fallu autant de temps pour persuader les pouvoirs publics que toutes ces contraintes, toutes ces réglementations sans queue ni tête, ces lubies bien souvent idéologiques, plombaient nos entreprises. Alors que la priorité absolue dans une période de récession aurait dû être celle de la relance de l'activité et rien d'autre. Dès le début de la crise, la FFB s'est battue pour obtenir des mesures de soutien à l'activité. Le Pinel, le prêt à taux zéro renforcé, le crédit d'impôt transition énergétique ont permis, c'est indéniable, de faire redémarrer la machine. Pas tout de suite d'ailleurs. Décidé en 2014,
Ces mesures n'ont commencé à produire leurs effets que 2 ans plus tard. Et nous en sommes là aujourd'hui. Une activité en croissance de 4%, 15 000 emplois créés cette année, et des raisons, enfin, de croire à nouveau en l'avenir. Mais attention, tout cela demeure bien fragile et ne concerne pas, loin de là, tous les métiers et surtout tous les territoires. C'est la raison pour laquelle j'ai tenu à ces échanges aujourd'hui avec le Président de la République, mais aussi avec les ministres en charge de notre secteur. J'ai tenu à leur faire part de nos doutes, de nos craintes, de notre sentiment, parfois, d'être mal aimés. Quelques déclarations récentes ont pu laisser croire que l'immobilier était perçu comme un secteur de rente, au profit facile et au risque faible. Dans ces moments de malentendus, il est important de se parler. Le dialogue vaut toujours mieux que l'invective ou les sifflets. Il est important de se parler pour rappeler, par exemple, que le logement et le secteur de la construction en général permettent à des millions de Français de se loger, mais aussi à des centaines de milliers d'autres d'avoir un emploi. Je pense pouvoir dire aujourd'hui que le Président de la République nous a entendus. Les dispositifs de soutien à l'activité, Pinel, PTZ, mais aussi crédit d'impôt transition énergétique, sont préservés au-delà, il faut bien le reconnaître, de ce que prévoyait le projet de loi de finances initial. Bien sûr, nous pouvons toujours regretter que ces dispositifs soient moins généreux qu'en 2014. Mais mes amis, l'essentiel est sauf désormais. Entre le texte sorti de Bercy fin septembre et les aménagements consentis aujourd'hui par le chef de l'État, je peux vous le garantir, nous avons obtenu de sacrées avancées. Concernant les HLM, qui représentent 12% de notre activité, le président de la République ce matin, en présence de Jean-Louis Dumont, président de l'USH, a appelé à l'apaisement. On ne peut que se féliciter qu'après les invectives, on recherche la paix des braves. Mais ne nous trompons pas, l'avenir nécessite une réforme structurelle qui n'aboutira que dans le dialogue. Je le répète, l'essentiel est sauf, car nos interlocuteurs politiques ont bien saisi un enjeu majeur, celui de l'activité dans nos territoires ruraux. Déposséder ces territoires des dispositifs de soutien aurait contribué à coup sûr à aggraver cette fracture territoriale dénoncée depuis des années par la FFB. Il n'y a pas d'habitants de seconde zone, il n'y a pas de sous-catégorie de communes. Les besoins en logement et les emplois existent partout. Il en va de la cohésion territoriale à laquelle nous sommes viscéralement attachés. Il en va de la cohésion de notre pays. La France n'a pas vocation à ressembler demain à Dubaï, une grosse métropole et un désert tout autour. Pour la FFB, c'est niet. Tout en restant très attentif à la suite des débats parlementaires, je veux dire devant vous ici notre satisfaction d'avoir été écoutés et entendus sur ce point particulier. Oh, il ne s'agit pas de tresser des lauriers au gouvernement, mais il est de notre responsabilité de reconnaître les avancées lorsqu'elles existent, de reconnaître l'effort du compromis et de saluer la capacité de dialogue. D'ailleurs, comme elle a toujours su le faire au cours de son histoire, notre profession continuera à assumer cette responsabilité d'interlocuteur impartial mais exigeant. Une responsabilité d'autant plus forte que nous sommes un des rares secteurs à pouvoir faire le lien entre l'ancienne et la nouvelle économie. Nous sommes une profession millénaire qui épouse l'identité du pays, qui lui a donné son visage grâce à un patrimoine riche et inestimable. Si la France est belle aujourd'hui, c'est grâce à tous ceux qui nous ont précédés, ces tailleurs de pierre, ces maçons, ces céramistes, ces vitriers et bien d'autres encore, issus de nos propres familles. Ces femmes et ces hommes nous ont transmis une passion incroyable, la passion de construire. Mais ils nous ont donné aussi le goût de l'innovation, cette volonté farouche de toujours aller de l'avant. Nous accompagnons 2 transitions majeures,
la transition numérique, celle du bâtiment du futur, mais aussi la transition énergétique. Les enjeux sont colossaux. Ils le sont pour la profession, mais ils le sont également pour le pays tout entier. Soyons clairs, on ne pourra pas atteindre les objectifs de la COP21 sans le bâtiment. Il y a là une évidence indiscutable. La France de demain ne pourra pas se construire sans les artisans et les entrepreneurs du bâtiment. Mes chers amis, vous le voyez, nous avons parcouru beaucoup de chemin depuis la dernière édition des 24 heures du bâtiment. Bien sûr, la croissance revient, mais dans un contexte de profonde mutation, nous devons nous montrer réactifs, être en capacité de répondre aux nouvelles attentes des clients, aux nouveaux modes de production, aux nouvelles exigences de qualification. Si nous voulons rester compétitifs, nous ne pouvons pas nous permettre de négliger ces évolutions. Elles ne doivent pas nous faire peur, car elles représentent aussi de formidables opportunités. Elles ne doivent pas nous faire peur, car précisément, nous pouvons les anticiper, chacun à notre rythme. La Fédération française du bâtiment est là pour ça, pour nous aider, pour vous aider à relever les défis de ces prochaines années. Notre fédération le fait avec d'autant plus de liberté qu'elle n'a pas à perdre son temps à quémander des subsides publics pour son propre fonctionnement. Elle dépend de nos seules cotisations. Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, nous sommes bien la seule organisation professionnelle dans ce cas. Et c'est pourquoi, quelles que soient les réformes territoriales à venir, les regroupements administratifs plus ou moins judicieux décidés par les politiques, la FFB demeurera à vos côtés un acteur de proximité. Dans tous les territoires, en métropole comme en outre-mer, les artisans et les entrepreneurs doivent trouver un interlocuteur compétent et bienveillant vers qui se tourner pour exprimer leurs doutes, leurs interrogations, parfois leurs exaspérations et surtout trouver des solutions. Dans une société de plus en plus individualiste, où le chacun pour soi est devenu la règle, cette solidarité professionnelle, cet esprit de corps sont des atouts inestimables. Nous le mesurons chaque jour, car en dépit de parcours différents, nous avons le même horizon, c'est celui du chantier. Nous devons être fiers de ce que nous sommes, de ce que nous apportons au pays, de ce que nous transmettons à des générations de Français. Nous devons être fiers de nos valeurs et des principes sur lesquels nous refusons de transiger. Au moment où tant de forces se liguent pour abîmer, pour détruire, pour dégager, nous sommes porteurs d'un des plus beaux gestes de l'humanité, celui de construire. Construire, c'est un élan positif vers l'avenir, une envie de se projeter et de rassembler. Paul Valéry écrivait « De tous les actes, le plus complet est celui de construire. C'est le nôtre, celui qui nous rassemble ici aujourd'hui. Quand tant d'autres ont renoncé ou laissé libre cours à leur aigreur, nous avons ensemble pris un chemin différent, celui de l'optimisme et de la détermination. Nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes des combattants, nous sommes audacieux et volontaires, nous sommes de l'étoffe des bâtisseurs. Alors mes amis, aujourd'hui, plus fort, plus unis que jamais, notre passion de construire est éternelle. En avant le bâtiment! Merci à vous. Merci les amis. Merci. Merci à vous.